la préparation. Comment se préparer? Voyez-vous, jusqu'ici, nous avons vu les critères d'évaluation. Et dans les critères d'évaluation, nous vous donnons à l'avance comment est-ce que nous allons évaluer votre travail de mémoire ou de thèse. Et cela va vous aider à rédiger conséquemment, à présenter vos sujets, vos projets de manière à ce que l'évaluation soit en votre faveur. Maintenant, vous avez rédigé votre travail et vous vous préparez à la soutenance. Comment se préparer? Évidemment, on revient toujours sur la rédaction en prenant en compte les critères d'évaluation. Si, par exemple, vous êtes sur le point de soumettre votre travail et vous vous rendez compte que vous n'avez pas rédigé une conclusion formelle, que vous n'avez pas rédigé une introduction formelle, en ce moment, prenez cela en compte pour corriger cet aspect avant de soumettre le travail. Ou bien vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de table de matière, ou vous vous rendez compte que vous n'avez pas résumé votre travail dans votre langue maternelle. Parce qu'ici à l'UDI, ça c'est une particularité, nous, nous demandons aux étudiants de résumer le texte en français, en anglais, mais aussi dans leur langue maternelle ou une langue africaine qu'ils maîtrisent. Parce que nous nous rendons compte que nous résumons le travail pour les étrangers. Mais nos propres frères et sœurs du terroir ne savent même pas de quoi nous parlons. Après avoir étudié pendant des années, ils n'ont même pas une idée de ce que nous sommes en train de faire comme recherche. Et donc, dorénavant, tous nos étudiants doivent aussi résumer leur travail dans leur langue maternelle ou dans l'une des langues africaines qu'ils maîtrisent. Parce qu'il y en a qui parlent 3, 4, 5, 6 langues africaines. Maintenant, faites vos corrections. Ça dit, c'est toujours bien de faire corriger le travail, de faire relire le travail par d'autres. Parce que quand on relit soi-même le travail, même si on est excellent en français, on va, on va laisser passer des incorrections. Parce que votre cerveau va se focaliser sur le contenu, sur les idées, et non sur la forme. Mais quelqu'un d'autre va lire votre travail et dire, mais moi, ça, c'est pas clair ici. Votre paragraphe, là, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous voyez, vous serez donc à mesure de clarifier davantage votre pensée. Ou alors quelqu'un va dire, mais vous avez, il y a une faute de grammaire ici, il y a une faute de frappe là, vous avez omis une lettre ici ou là. Donc, c'est toujours bien de faire relire le travail par quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il y a des logiciels de correction d'orthographe et de grammaire, même de style aujourd'hui, comme que nous recommandons, n'est-ce pas? Mais c'est toujours bien de faire relire par quelqu'un qui maîtrise la langue. Si vous rédigez en anglais, faites relire votre texte par un anglophone. Si vous rédigez en français, faites relire votre texte par quelqu'un qui a la maîtrise du français. Soumettez votre travail après l'approbation de votre directeur ou de votre directrice de thèse ou de mémoire. Payez les frais exigibles parce que y en a qui arrivent jusqu'à ce niveau-là sans avoir épongé les frais de scolarité et les frais de certification. Ça risque de retarder votre soutenance. Donc, payez les frais exigibles. Et maintenant, préparez la présentation du travail en 15 à 20 minutes. Le PowerPoint est conseillé, c'est-à-dire préparer un PowerPoint, comme je le fais en ce moment, c'est conseillé. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, euh, on va pas vous punir pour cela, mais quand même, c'est un bonus quand vous pouvez le faire sous forme de PowerPoint. Maintenant, pendant la soutenance, vous allez commencer par la présentation de votre travail. Donc, vous serez le premier à prendre la parole. C'est à vous d'abord que le jury va donner la parole, avant de donner la parole soit à votre directeur, soit à l'évaluateur du travail. C'est d'abord vous. Et donc, présentez votre travail, saluez les membres du jury, ça c'est élémentaire. Commencez par les salutations, présentez votre travail. Et puis, à la fin, il y a une formule qu'on dit souvent. Bon, nous
soumettons ce travail à l'appréciation du jury pour ces observations qui nous aideront à améliorer ce travail. Donc, vous présentez votre travail et maintenant, il y aura la phase d'évaluation. Dans le jury, il y a un président du jury qui est comme le président du tribunal. Il y a aussi votre directeur qui est de votre côté, mais il y a d'autres membres du jury. Pour un mémoire de master, généralement, 3 personnes suffisent pour un jury. Pour une thèse, il y a jusqu'à 5 ou même plus de membres du jury. Donc, parfois, il y a 5 ou 6 membres du jury. Alors, en dehors de votre directeur, qui est souvent de votre côté, et du président du jury qui est neutre, les autres vont vous attaquer, vont trouver donc des défaillances dans votre travail. Ne soyez pas intimidés. Donc, c'est leur travail. Et leur travail n'est pas de vous jeter des fleurs, même si normalement, nous demandons aux membres du jury d'être équilibrés dans leurs observations. Ici en Amérique, par exemple, on demande aux enseignants, on nous demande de ne jamais critiquer un travail tant qu'on n'a pas relevé un aspect positif dans ce travail. Mais les Français ont une approche différente. Dans le système éducatif français, ils peuvent commencer directement par relever les défaillances. Et donc, si un jour vous êtes dans un membre du jury, mes chers collègues, ne critiquez pas un travail sans en avoir relevé les aspects positifs. Et donc, les membres du jury vont faire leur travail, ils vont évaluer le travail, donner leur avis sur le travail, poser des questions, et il faudrait donc rester calme, poli et respectueux. Certains vont être virulents, certains vont même presque vous insulter. Comment est-ce que vous êtes parvenu au niveau de la thèse avec un tel français avec... Non, soyez calme, soyez poli, soyez respectueux. Ils font leur travail, non? Et c'est à vous d'analyser. Donc, il faut prendre note pour les observations ou questions difficiles. Donc, si c'est une question difficile, une observation difficile, dites simplement, nous prenons bonne note et nous en tiendrons compte dans la version finale du travail. C'est tout. Ça dégonfle. Ça dégonfle les membres de jury qui sont particulièrement difficiles. Maintenant, après la soutenance, il y a la phase de délibération. C'est le même jour. Généralement, soit on fait sortir les gens de la salle, parce que comme je vous l'ai dit, la soutenance est hybride. Donc, vous le faites dans une salle quelque part, en Afrique ou en Europe ou ici aux États-Unis. Mais il y a d'autres membres du jury qui participent en ligne. Donc, le jury va demander à la salle, aux visiteurs, aux participants de se retirer de la salle. Ils vont rester entre eux et travailler avec ceux qui sont en ligne pour délibérer. Généralement, la délibération porte sur les résultats ou les notes qu'ils ont attribuées aux candidats sur la base de la fiche ou de la grille d'évaluation que nous venons de vous présenter. Et donc, ils vont voir la forme, ils vont voir le problème de recherche, la problématique de recherche et la méthodologie, ils vont voir l'analyse des résultats, ils vont voir vos propositions. Donc, suite au travail, ils vont voir comment vous avez soutenu, comment vous êtes battu pendant la présentation de votre travail, les réponses aux questions. Et sur cette base, chaque membre du jury va se prononcer. Moi, je trouve que le travail est recevable, j'attribue telle note et telle mention, etc. Et maintenant, le président du jury va collecter les différentes notes et trouver la moyenne. Donc, et c'est cette moyenne qui sera donc proclamée. Et donc, après la délibération, le président du jury va proclamer la note attribuée. D'abord, il y a 3 choses. Le président du jury va dire si le travail est recevable ou non. Le président ou la présidente du jury va donner une note
et une mention. Et la note ou la mention reflète la moyenne des notes données par les membres du jury. Et donc, on va vous dire, bon, le travail est recevable, vous avez obtenu la note de 16 sur 20 avec mention très bien. Ou bien vous avez, pour une thèse, vous avez obtenu la note de 18 sur 20 avec mention très honorable. Bon, ça, c'est le président qui va donc proclamer le résultat des délibérations. Et maintenant, on va vous faire porter votre toge, surtout pour ceux qui sont en thèse. Ceux qui sont en thèse, généralement, on le fait aussi pour ceux qui sont au niveau master. On a une toge pour le niveau master avec 2 barres et une toge pour le niveau doctoral avec 3 barres. Donc, vous voyez des barres sur les toges. Et l'UDI a un modèle de toge qu'on donne à l'avance aux candidats. Et maintenant, après, quand on aura proclamé les résultats, généralement, votre directeur avec les autres membres du jury vont vous revêtir de votre toge, vous allez prendre des photos, mais ne partez pas sans avoir signé le PV de la soutenance, parce que le PV est signé par les membres du jury qui sont sur place. Vous-même, vous allez signer le PV et ceux qui sont en ligne vont signer plus tard, après la signature en présentiel. Et le PV de soutenance est important parce que cela va vous aider plus tard pour la diplomation. Et c'est l'école, c'est l'UDI qui va recueillir le PV de la soutenance. Et on va vous donner une attestation provisoire. Déjà, sur place, on peut vous donner une attestation provisoire pour dire que vous avez obtenu votre mémoire ou votre master ou votre diplôme de master ou bien votre diplôme de doctorat provisoirement. Vous êtes recevable, vous êtes admis. Et après donc, la soutenance, on va enregistrer le PV de soutenance, on va vous délivrer une attestation de réussite formelle parce que vous avez reçu, ce jour-là sera une attestation provisoire, maintenant on va vous donner une attestation de réussite formelle et puis on va vous envoyer plus tard votre diplôme. Et généralement, avec l'attestation de réussite, vous aurez aussi vos relevés de notes et puis on va vous envoyer votre diplôme. Et voici par exemple le dernier diplôme que nous venons de signer suite à la dernière soutenance. Ça, c'est le diplôme de Manim Mim Zakari. Il a soutenu sa thèse en théologie et il travaille avec la traduction de la Bible, hein, Captal, au Cameroun. Donc, c'est ce à quoi ressemblera donc votre diplôme, cher collègue Haman, ou Esheken, ou bien Johnny, et pour ceux qui sont en master, ou bien le collègue Foshive Joseph qui est là, mais pour ceux qui sont en master, ça sera un peu différent, mais c'est pas très loin de ceci. C'est une couleur différente, tout simplement. Voilà donc, mes amis, l'essentiel de la présentation sur la soutenance de mémoire ou de thèse. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous sommes disposés à répondre à vos questions éventuelles. La parole est à qui veut la prendre. Est-ce qu'il y a une question? Oui, collègue Johnny. Ouais. Bon, c'est juste pour demander si on a tout enregistré, tout ce qu'on a fait, parce que je ne sais pas si vous avez oublié d'enregistrer dès au début ou au milieu. Je ne sais pas si je me suis trompé, alors que c'est très important les explications que vous avez faites. Oui, c'est vrai. J'ai omis de l'enregistrer au début. C'est à partir du milieu que je l'ai enregistré. Mais je peux vous envoyer la fiche.
parce que ce que j'ai présenté au début, c'était les critères d'évaluation. Donc, je vais vous envoyer la fiche, la grille d'évaluation. Comme ça, vous allez avoir les détails. Mais je peux revenir aussi brièvement sur la grille d'évaluation. Comme ça, ça pourra aussi aider notre collègue Joseph Fauchivé, par exemple, qui est venu prendre le train en marche. Bon, je vais revenir brièvement là-dessus. Alors, pour ce qui concerne la grille d'évaluation, nous vous donnons cette grille à l'avance parce que ça va vous aider déjà dans le choix du sujet, dans la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse. Je reviens brièvement là-dessus, juste brièvement vraiment, mais c'est important. Et donc, voici les critères d'évaluation des mémoires et des thèses. La première phase, quand les membres du jury reçoivent votre travail, et après je vais donner la parole à notre collègue Cheikh Vincent. Donc, quand les membres du jury reçoivent votre travail, la première chose qu'ils considèrent, c'est l'évaluation de la forme, et c'est sur 20. Donc, dans l'évaluation de la forme, on s'intéresse à la présentation générale et la mise en page. Et j'ai donné des notes ici, c'est sur 4, sur 2, etc. Le total va donner 20. C'est vrai que je ne vous ai pas donné ici toutes les notes. Peut-être qu'il va falloir vous présenter la fiche elle-même. Ça va donner toutes les notes. Parce que des détails manquent ici. Donnez-moi une minute, le temps de retrouver la grille d'évaluation. Grille évaluation, mémoire et thèse. Grille évaluation. OK. Grille évaluation. Yeah, je dois l'avoir sur un autre appareil ici. Bien. Je vais donc vous présenter tous les détails de la note, hein, parce que jusqu'ici, je vous ai présenté les notes par catégorie, mais pour chaque aspect, c'est important. Voilà, j'ai retrouvé la grille. Voilà, je vais projeter la grille sur l'écran. Vous recevrez aussi la copie, mais je vais déjà présenter la grille sur l'écran. Voilà, je vais peut-être l'agrandir un peu plus. Est-ce que ça va de votre côté? Vous pouvez voir la grille? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est la grille d'évaluation des mémoires ou d'une thèse, hein. C'est la même grille qu'on envoie. Donc, la première partie, c'est la forme. L'évaluation de la forme se fait sur 20.
La présentation générale et la mise en page sur 4. Table de matière sur 2. Présentation des références dans le texte et en fin de texte sur 4. Qualité des illustrations, que ce soit les cartes, les graphiques, les images, c'est sur 2. Style de rédaction et orthographe, c'est sur 4. Lisibilité du texte, c'est sur 2. Et le respect du plan de rédaction du mémoire, c'est sur 4. Ça, c'est la première phase d'évaluation. Deuxième phase, on va évaluer la problématique et la méthode. Alors, la problématique, c'est beaucoup plus vaste, mais en détail, on veut voir la pertinence du thème et l'intérêt de l'étude, c'est sur 3. L'inscription du sujet dans le champ de la connaissance ciblée, c'est sur 3. L'explication du problème de recherche, c'est sur 4. La pertinence des questions, des hypothèses et des variables, c'est sur 3. La pertinence du cadre théorique et de sa cohérence avec la problématique, c'est sur 4. La pertinence du cadre méthodologique et sa cohérence dans le cadre théorique, évidemment sur 4. La pertinence des informations recherchées sur le sujet, sur 3. L'adéquation entre les références bibliographiques et le sujet traité, ça c'est sur 3. Par exemple, il ne faudrait pas que votre bibliographie porte sur des auteurs qui sont spécialistes de l'Ancien Testament, alors que vous traitez d'un sujet du Nouveau Testament, par exemple. Ça va entraîner un déséquilibre à ce niveau-là. Il y a l'adéquation entre le titre et le contenu. Il faudrait que le titre reflète effectivement le contenu. Ça, c'est sur 3. Et c'est le tout qui va vous donner 30 pour l'évaluation de la problématique et de la méthode. Maintenant, on va évaluer les résultats. L'analyse des données. Est-ce que l'analyse des données est satisfaisante et traduit une pensée claire et organisée? Vous avez 5 sur 5. Est-ce que c'est défaillant? Bon, la note sera attribuée en fonction de la qualité de l'analyse. Il y a l'adéquation entre la problématique affichée et les résultats obtenus. Est-ce que les résultats obtenus cadrent avec la problématique affichée? Par exemple, si vous vous rendez compte, si dans votre problématique, vous avez identifié des racines d'un problème, mais que vos résultats portent sur un autre aspect indépendant des racines, des vraies racines du problème, il y a un problème d'adéquation. Il faudrait que les résultats reflètent effectivement la problématique que vous avez identifiée. Il y a la pertinence scientifique des résultats, ça c'est sur 5, et l'implication professionnelle des résultats, ça c'est sur 5. Maintenant, la soutenance, la pertinence de l'exposé, c'est-à-dire la présentation de votre travail, l'exposé que vous faites au début, c'est sur 5. La pertinence de son argumentation, ça c'est sur 5. La maîtrise de la langue, sur 5. La maîtrise du sujet, sur 5. La pertinence des réponses aux questions, sur 5. Et la présentation physique et la tenue générale du candidat, c'est sur 5. Et c'est le tout qui va vous donner 30 pour la soutenance. On va donc calculer toutes ces notes-là, données par rubrique, et c'est ça qui va vous donner la moyenne générale. Et chaque membre du jury va remplir cette fiche. Parce que chaque membre du jury va donner sa moyenne et son avis. Et c'est maintenant la délibération qui mettra toutes ces évaluations individuelles ensemble pour trouver une moyenne qu'on va vous attribuer. Donc, et chaque membre du jury va noter son nom, nom et prénom, grade, signature, et puis le lieu et la date. Bien, ça c'est pour la grille d'évaluation. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations, d'autres aspects, collègue Johnny, avant de passer au collègue Echeker Vincent. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations? Ouais, bon, c'est bien, mais les explications que vous avez données au début, c'était vraiment pertinent. Oh là là, ça c'est un mea culpa puisque je n'ai pas lancé l'enregistrement à temps. Non, ça va. Mais dans tous les cas, ce que je peux dire, pour revenir aux différentes rubriques d'évaluation de la grille, tout ce que je peux dire, c'est que avant d'aller à la soutenance, rassurez-vous
que votre travail, votre mémoire ou votre thèse est bien présentée selon les normes APA, que vous avez bien présenté le travail. Deuxièmement, rassurez-vous que vous avez bien identifié le problème de recherche, qui est comme le tronc, et les racines de ce problème qu'on appelle la problématique. Et que votre méthodologie cadre avec le problème de recherche, la problématique qui va d'ailleurs étayer votre cadre théorique. Maintenant, rassurez-vous aussi que vos résultats sont bien analysés et que les analyses sont rigoureuses et que vos implications découlent ou vos recommandations découlent de l'analyse des résultats. Et puis, pour la soutenance, ne prenez pas la soutenance à la légère, passez sur 30. Donc, ayez une bonne tenue, préparez la présentation sur PowerPoint, préparez-vous à prendre moins de temps, parce qu'on vous donne entre 10 et 20 minutes, mais certains membres du jury vont vous donner 10 minutes. Donc, ne vous préparez pas pour 15 minutes pour maintenant vous dire, mais quelle est la partie que je vais sauter puisque je n'ai que 10 minutes. Préparez-vous pour 10 minutes. Et si on vous donne 15 ou 20, c'est un bonus. Donc, ne vous préparez pas pour 20 minutes. Préparez-vous pour 10 minutes. Autre chose, faites relire votre PowerPoint parce que ça serait très, très mauvais qu'il y ait une faute de grammaire ou une faute d'orthographe sur votre propre présentation en fin de travail pendant la soutenance. Il faut éviter cela et faire relire. Ne préparez pas la présentation à la veille. Préparez cela longtemps à l'avance et vous pouvez même faire lire cela par votre directeur ou votre directrice de thèse avant de présenter. Comme ça minimise les erreurs à ce stade-là. Et puis, la maîtrise du sujet. Donc, utiliser un langage soutenu et démontrer une maîtrise du sujet. On va le sentir. Si vous maîtrisez le sujet, même la façon de répondre. La façon de répondre aux questions, le calme que vous allez afficher va déjà permettre aux membres du jury de savoir que non, celui-ci maîtrise son sujet. Et puis, si vous ne comprenez pas une question, ne soyez pas perdu, ne soyez pas désaxé. Dites, nous prenons bonne note et nous prenons une bonne note et nous en tiendrons compte dans la version finale du travail. Tout simplement. Ne paniquez pas, n'inventez pas de réponses parce que vous parlez à des gens qui connaissent bien le sujet que vous traitez. Donc, soyez prudents, ne dites pas des choses qui sont erronées, mais ne perdez pas aussi votre calme. Parce qu'après tout, en réalité, après votre soutenance, si c'est une thèse de doctorat, vous serez l'expert sur le sujet. Parce que ces membres du jury ont peut-être des connaissances sur certains aspects du sujet, mais pas sur le sujet que vous avez traité. Parce que c'est vous qui avez passé 4-5 ans dans l'étude, l'analyse des données. Donc, à la fin, c'est vous qui serez l'expert, pas les membres du jury. Mais par humilité, pendant la soutenance, respectez les membres du jury, soyez calmes, soyez polis. Et puis, quitte à vous maintenant de voir s'il faut incorporer leurs suggestions dans la version finale ou non. Vous travaillerez avec votre directeur ou votre directrice de mémoire ou de thèse. Voilà, cher collègue Johnny, nous passons au collègue Ezekiel Vincent pour sa question. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, chers collègues. Ma question, elle est toute simple. En principe, une défense de thèse devrait prendre combien d'heures? Nous avons vu des soutenances de thèse qui durent 4 heures, 3 heures, 2 heures. Alors, on ne sait pas finalement, ça prend combien de temps en principe. Merci, professeur. Très bien, très bonne question. Ici, en Amérique, vous avez 1 heure. 1 heure. Donc, une soutenance, que ce soit, d'ailleurs, pour les mémoires,
Nous n'organisons même pas des soutenances. Nous évaluons le travail et puis il y a 3 membres du jury qui évaluent le travail et puis ça va. Mais pour les thèses, là, il y a des soutenances qu'on organise. Et là, maintenant, nous avons 1 heure pour la soutenance. On sait déjà, et tout est bien minuté, on sait que s'il y a par exemple 5 membres du jury, s'il y a 5 membres du jury, et on sait qu'on a 1 heure, et si sur 1 heure, on donne 10 minutes au candidat pour présenter son travail, les autres auront peut-être entre 5 et 8 minutes pour leur intervention et leurs questions. Pourquoi est-ce qu'on prend moins de temps? C'est parce que tout se passe en réalité avant la soutenance. Avant la soutenance, on a lu le travail, on a évalué le travail, on a trouvé que le travail est recevable. On n'a pas beaucoup de temps à perdre pour la soutenance. En Afrique, il faut s'armer de beaucoup plus de patience. Généralement, la moyenne, c'est 2 heures. C'est 2 heures. Mais au-delà de 2 heures, c'est une aberration. C'est une aberration. On essaie d'éviter cela. Ça veut dire que le jury n'a pas bien fait son travail. Parce que si on a bien fait le travail, ça veut dire qu'on a lu le travail, on a déjà évalué le travail avant même d'entrer en salle. On a plus ou moins une idée de la qualité du travail. Tout ce qui reste, c'est la tenue du candidat pendant la soutenance. C'est l'aspect inconnu. Et c'est sur ça que les membres du jury vont se concentrer. Sur les 30 derniers points dans la grille d'analyse là. C'est sur ça que les membres du jury vont s'attarder. Sinon, on a déjà lu le travail. On connaît la présentation, on connaît les arguments, on connaît tout. Donc, on veut voir comment est-ce que le candidat ou la candidate se défend. Tout simplement. Et donc, pour me résumer, en moyenne, une soutenance dure 1 heure. Le maximum, c'est 2 heures. Ça, c'est le maximum. Mais au-delà, ça, c'est une aberration. Autre question, je vois la main du collègue Johnny et du collègue Simon Médou. Collègue Johnny? Oui, donc au moment de la soutenance, donc on apporte des habits simples, mais ce n'est qu'après la présentation qu'on te revêtit de la toge. Voilà. Donc, pendant la soutenance, les membres du jury sont généralement en toge pour des exercices académiques. On recommande la toge, mais ce n'est pas une obligation. Même les membres du jury peuvent se garder d'être en toge, peuvent ne pas être en toge s'ils le veulent. Par exemple, pendant ma propre soutenance de thèse, les membres du jury n'étaient pas en toge. Ils étaient vêtus simplement. Ça, c'est ici aux États-Unis. Mais généralement, en Afrique, l'aspect formel est important. Donc, les membres du jury sont généralement en toge pendant les soutenances. Et le candidat vient avec une tenue décente, mais une tenue neutre. Il ne porte pas encore de toge. Parce que c'est après la proclamation des résultats qu'on va maintenant j'aime bien la façon de faire. Hein. C'est en ce moment donc qu'on va lui faire porter sa toge. Ici aux États-Unis, on a une cérémonie spéciale pour ça. C'est-à-dire, on organise une cérémonie pour faire porter les toges aux doctorants. Ce n'est pas le jour de la soutenance. Mais en Afrique, immédiatement après la soutenance, on fait porter donc la toge. Donc, vous venez avec votre toge, mais vous ne portez pas encore cette toge. Et c'est quand on aura proclamé le résultat que votre directeur, avec les autres membres du jury, vont vous faire revêtir la toge. Et donc, vont vous faire porter la toge. Et en ce moment, donc, vous pourriez prendre des photos de famille. Donc voilà, pour l'aspect de la toge.
Autre question, Merci. collègue Johnny, avant de passer au collègue Simon. Bon, c'est bon, merci. Merci bien. Collègue Simon. Oui, déjà, bonsoir professeur, bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais bien savoir, pour nous qui sommes au Cameroun, les soutenances se passent à quel niveau, dans quelle ville? Très bien, très bien, très bien. Pour vous qui êtes au Cameroun, comme nous l'avons dit, la soutenance peut se faire entièrement en ligne ou la soutenance peut se faire de façon hybride. Jusqu'ici, nos soutenances se sont faites de façon hybride. Ça veut dire que vous serez dans une ville, nous avons eu à faire des soutenances à Yaoundé, à Douala, Bafoussam, Maroua, Mokolo. Donc, s'il y a par exemple une cohorte d'une vingtaine d'étudiants qui soutiennent, on peut retenir une ville, par exemple Yaoundé, ou bien Mokolo, ou bien Maroua, et les 20 vont là-bas pour leur soutenance et pour leur graduation. Mais vous pouvez être aussi dans votre ville. Si par exemple votre directeur est à Betare Oya ou vous-même vous résidez, en ce moment, la soutenance peut se dérouler dans votre ville. Donc, votre directeur et quelques membres du jury peuvent être là, en présentiel, et les autres membres du jury vont vous rejoindre en ligne. Donc, une partie sera en ligne, une partie sera en présentiel. Mais le choix de la ville dépend de vous-même et de votre directeur. C'est à vous de vous entendre sur la ville et de nous proposer si ce n'est pas une cohorte. Mais si c'est une cohorte, c'est l'IUDI qui va décider du lieu de soutenance. Généralement, jusqu'ici, nous l'avons fait dans les principales villes du pays, au niveau du Cameroun. Mais nous avons aussi eu à organiser des soutenances. Par exemple, la dernière soutenance que nous avons eue, c'est à Bujumbura. Donc, l'étudiant était sur place et les membres du jury sont venus en ligne. Il y avait un membre du jury qui venait d'Amsterdam. Moi, j'étais ici aux États-Unis. Et le candidat était à Bujumbura. Ça, c'était pour un mémoire de master en islamologie. Et donc, la soutenance s'est faite donc de manière hybride. Donc, en ce qui concerne la ville, pour vous répondre, il n'y a pas... on est flexible. On est flexible. Est-ce que ça merci, va, cher collègue? professeur. Oui, merci bien. Collègue Joseph Fauchivé, je vois votre main. La parole est à vous. Oui, professeur, bonsoir et bonsoir à tous les collègues. Bonsoir. Ma question est, oui, j'ai deux questions. La première, c'est au niveau de l'adéquation entre le titre et le contenu. Oui. Qui décide de la reformulation? Est-ce le candidat ou l'encadreur? Ça, c'est la première question. Très bien. La deuxième, professeur, est par rapport à vous avez parlé du résumé qu'il faudrait faire, non seulement peut-être comme chez nous au Cameroun, il y a deux langues, il y a le français et l'anglais. Oui. Mais en langue, je n'ai pas bien compris. Bon, comme j'ai pris le train en marche, est-ce que si je fais mon résumé en une langue qui serait peut-être pas comprise, bon, je n'ai pas bien saisi par rapport à ça. Très bien. Est-ce que je dois faire le... Voilà, Très merci. bien. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais je comprends. En fait, vous faites le résumé. Au lieu de faire seulement le résumé en français et en anglais, votre résumé sera en français, en anglais et peut-être en bamoun. Oui, d'accord. Même si les membres du jury ne parlent pas votre langue maternelle, nous voulons voir ce résumé dans votre langue. Pour nous, c'est important parce que c'est un message que l'IUDI veut communiquer. Nous sommes à plus de 60 ans après les indépendances.
ce n'est pas normal que nous fassions nos travaux académiques pour des étrangers et que les nôtres ne sachent même pas ce que nos savants font. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est une position que nous soutenons en tant qu'institution, et c'est ce qui nous démarque des autres institutions au Cameroun. Que ce soit en développement, en sciences de l'éducation, en administration des affaires, nous voulons voir le résumé dans votre langue. Et ça, c'est un aspect. Et si vous ne parlez pas votre langue, vous parlez au moins une langue africaine. Nous voulons voir ça dans cette langue africaine-là. Parce qu'il y en a qui ont grandi, par exemple, en contexte Peul, qui parlent seulement le fulfulde, mais qui ne parlent plus leur langue maternelle. C'est une perte, mais au moins, on veut voir ça dans une langue africaine. Merci, professeur. Voilà. Maintenant, pour la première question, en ce qui concerne l'adéquation entre le titre et le contenu. En fait, vous-même, en tant que candidat, sachez que vous êtes le... Ça, c'est important parce que ce que vous dites m'amène à revenir sur qui dirige vraiment la rédaction. C'est vous, ce n'est pas vos directeurs. N'acceptez pas qu'on vous impose un sujet. N'acceptez pas que vos directeurs vous imposent une direction. C'est vous qui choisissez. J'ai plusieurs fois utilisé le proverbe africain qui dit « L'abeille qu'on force dans une ruche n'y fera pas de miel. » L'abeille qu'on force dans une ruche n'y fera pas de miel. Ça veut dire que si on vous force à traiter d'un sujet que vous n'aimez pas, vous n'allez pas bien réussir. Mais si c'est un sujet que vous aimez, qui vous passionne, vous allez réussir. C'est la même chose pour le changement de titre. Le changement de titre doit venir normalement de vous. Si après avoir fait le travail, vous vous rendez compte que le titre que vous aviez choisi au départ ne cadre plus avec le contenu, proposez un changement de titre. C'est admis. Mais faites-le avant de soumettre le travail. Et prenez soin d'avoir l'appui, l'aval de votre directeur. Et même si votre directeur dit non, je suis contre, vous pouvez toujours changer, informer l'administration et expliquer pourquoi vous avez changé le titre afin de refléter le contenu. Parce que ça, c'est un droit que vous avez. Maintenant, le changement de titre peut aussi venir de votre directeur ou de votre directrice. Mais n'attendez pas que ce soit le jury qui vous dise non, mon ami, votre titre-là ne cadre pas du tout avec le contenu. Là, ça sera trop tard parce que ça va jouer sur la note que vous allez recevoir. Donc, il faut éviter cela. Merci. Merci, cher Merci, collègue. professeur. Merci. J'ai vu la main du collègue Simon. Collègue Simon Medou, est-ce que vous aviez une autre question? Apparemment, il a quelques difficultés de connexion. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question avant de conclure la séance de ce soir? Oui, collègue Joseph Kochivé, vous avez la parole. Oui, professeur, je reviens par rapport à, je sais pas, par rapport à la forme de la soutenance. Oui. Oui, vous avez dit, à lui dit, les soutenances sont faites de manière hybride. Oui. Et après, vous avez parlé aussi, vous avez aussi dit que ces soutenances pouvaient se faire uniquement se faire uniquement par vidéoconférence et autres. Oui. Oui, professeur, je suis tellement, je serais très heureux de voir lui dire maintenir la forme hybride parce que ouais. Nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons la famille et soutenir de manière hybride
nous permettra davantage, même de mieux défendre notre travail. Vous avez parlé du port de la toge et autres. Tout cela viendra davantage assaisonner notre soutenance. Donc, peut-être c'est un souhait, c'est un souhait à votre endroit. Oui, oui. En tout cas, je suis d'accord avec vous, chers collègues. Et j'ai vu, par exemple, la sagesse de cette approche pendant une soutenance en N'Djamena. C'est-à-dire, l'un de nos étudiants soutenait sa thèse en N'Djamena. Il y avait, je pense, 3 membres du jury qui étaient sur place en N'Djamena. Et puis, nous ne savions pas que ça avait mobilisé toute une communauté. Il y avait des représentants des femmes, il y avait les représentants de l'Église, il y avait les représentants du gouvernement. C'était une salle remplie. Et après la proclamation des résultats, j'entendais notre représentant sur place donner la parole à chaque groupe pour dire un mot. Donc, ça, c'était beau à voir. Et donc, je suis pour la présentation hybride et nous allons encourager cela. Mais c'est juste pour signaler que au cas où vous ne pouvez pas organiser la soutenance dans ce format-là, on accepte aussi que la formation se fasse entièrement en ligne. C'est accepté. Donc, que ce soit à l'UDI ou dans nos institutions partenaires. Mais évidemment, j'aime bien la forme hybride. Je suis d'accord avec vous. Merci. Oui. Oui, collègue Simon. Oui, merci pour les explications. J'ai déjà trouvé une première réponse à mon inquiétude. J'aimerais savoir en ce qui est de la codirection du travail. Est-ce Oui. possible de le faire? Oui, tout à fait, tout à fait. L'UDI accepte la codirection. Par exemple, en ce moment, nous avons une thèse qui vient d'être terminée. Et j'ai travaillé en codirection avec un collègue de l'Université de Maroua. Parce que ce collègue a des atouts en anthropologie et pouvait apporter une contribution à la rédaction de la thèse. Mais il n'a pas le grade de maître de conférence ou de professeur. Et donc, il ne pouvait pas diriger le travail, un travail de thèse. Il faut avoir au moins un grade de maître de conférence pour diriger un travail de thèse. Donc, ce que j'ai fait, j'ai travaillé en co-direction avec lui. Comme ça, comme je suis professeur, j'ai le grade de professeur, lui, avec son grade de chargé de cours, pouvait travailler, donc je suis le directeur principal de thèse, et lui, il est le directeur adjoint. Et ça, c'est accepté. Il y a aussi un de nos étudiants en ce moment qui est en missiologie. Donc, il a un sujet qui est en réalité à cheval entre la missiologie et la théologie pratique. Et donc, on a pris un professeur ivoirien qui est spécialiste de la théologie pratique, à côté d'un autre professeur, les deux ont le grade de professeur, mais le second professeur est spécialiste en missiologie. Et comme le sujet touche aux deux domaines de spécialisation, il y a donc une co-direction en ce moment-là. Donc, le travail est co-dirigé par un spécialiste en théologie pratique et un spécialiste en missiologie. On a également un troisième cas de figure où quelqu'un est en train de faire en ce moment avec moi ses études postdoctorales, parce qu'à l'UD, on peut faire aussi des études postdoctorales. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir pour ceux qui sont en académie, c'est beaucoup plus facile d'atteindre le grade de maître de conférence si on fait des études postdoctorales. C'est ce que j'ai fait avec l'Université d'Oxford. Après avoir eu mon doctorat à Fuller, j'ai fait mes études postdoctorales à l'Université d'Oxford. Ça m'a permis d'atteindre très vite
le grade de maître de conférence et puis plus tard de professeur. Donc, il y a un étudiant en ce moment qui travaille sur sa thèse postdoctorale avec moi et il travaille sur un sujet qui est à cheval entre les études interculturelles et le journalisme. Et donc, en ce moment, nous travaillons en co-direction avec un professeur de l'ESTIC. Comme ça donne à ce candidat une plus grande visibilité au niveau du journalisme, sur le champ du journalisme, parce qu'il y a un professeur de l'ESTIC qui co-encadre. Je suis le principal encadreur, mais on est en co-encadrement avec ce professeur de l'ESTIC. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut faire au niveau de co-direction. Ce n'est pas une obligation, mais si la nature du travail l'impose ou si le candidat lui-même le souhaite, il n'y a pas de problème. Par exemple, il y a des candidats qui s'entendent bien avec certains enseignants et qui disent, mais est-ce que je peux travailler avec tel enseignant? Si l'enseignant a les qualifications nécessaires, on l'approuve comme directeur ou directrice. Si le candidat n'a pas les qualifications, on l'associe. Si l'encadreur n'a pas les qualifications académiques, on l'associe à un enseignant que l'UDI dirige. Comme ça, ils peuvent travailler en co-direction. Je ne sais pas si je réponds à votre préoccupation, collègue Simon. Oui, ça va, c'est bon. Voilà. Merci. Autre question? Allô, collègue Yandal, ça va? Ah, mon professeur, ça va très bien. Ok, d'accord. Merci. Bien. Est-ce que quelqu'un a une dernière question avant la clôture de la séance de ce soir? Oui, collègue Joseph. Oui, professeur, merci. Vous avez parlé du candidat qui peut choisir un directeur. Oui. Vraiment, je voudrais avoir d'amples explications là-dessus. Est-ce que quand le candidat opère le choix, il vous tient informé et maintenant, c'est peut-être à l'administration de contacter l'enseignant ou l'encadreur? Oui, tout à fait. Tout à fait. Si, par exemple, un candidat choisit un directeur ou une directrice, nous aimerions savoir qui est celui-là ou qui est celle-là. Parce que l'administration a l'obligation de vérifier le profil. On veut voir deux choses. D'abord, est-ce que la personne a la compétence académique requise en termes de grade? Parce que si c'est une thèse de doctorat, il faut nécessairement avoir un rang magistral, c'est-à-dire être au moins maître de conférence, sinon professeur plein. Maintenant, si c'est un mémoire, tout ce qu'on demande, c'est que l'encadreur ait un doctorat, c'est tout. Peu importe le rang, que la personne soit professeur assistant ou quoi, peu importe. Le tout, c'est d'avoir un doctorat. Maintenant, si, par exemple, on voit ce critère-là, on voit que la personne a un rang magistral qui lui permet d'encadrer un travail de thèse, le deuxième critère maintenant, ça sera le profil. Le profil. Est-ce que la personne a une expertise dans le domaine que vous êtes en train de traiter? Par exemple, vous pouvez avoir trouvé un ami ou un membre de votre église qui est professeur magistral, mais votre sujet porte, par exemple, sur la théologie systématique, et lui, il a plutôt des compétences en andragogie. Alors, on va vous dire, mon cher ami, ici, il y a problème. Soit on vous propose un co-directeur, soit alors vous proposez quelqu'un d'autre qui a des compétences en théologie systématique.
Donc, mais sinon, en général, l'UDI va respecter votre choix. Et nous, maintenant, si nous approuvons le directeur ou la directrice, nous allons lui envoyer un contrat d'encadrement. Parce que nous avons un contrat d'encadrement que nous allons lui envoyer. Et cet encadreur va signer le contrat d'encadrement et vous allez travailler avec lui sans problème. Merci, professeur. Merci, cher collègue. Collègue Simon. Oui, merci. J'aimerais savoir à quel moment exactement commence la rédaction des travaux de recherche. Très bien, très bien, très bien. Généralement, c'est après avoir terminé les cours inscrits au programme. Par exemple, vous êtes en master et vous avez 2 années de cours. Généralement, vous soumettez le projet de mémoire vers la fin de l'année, la première année. Et la deuxième année, même s'il y a quelques cours, vous pouvez déjà commencer la rédaction parce qu'en fin d'année, vous allez soutenir. Si vous êtes en thèse, vous avez un minimum de 3 ans. C'est 3 à 4 ans d'études. Mais vous avez un minimum de 3 ans. Vous pouvez finir en 3 ans si vous êtes rapide. Sinon, vous avez jusqu'à 4 ans. Dès la première année de thèse, puisque une thèse, c'est au moins 300 pages, alors qu'un mémoire, c'est 80 à 120 pages. Donc, vous aurez beaucoup plus de temps pour écrire. Donc, dès le premier semestre de cours, vous soumettez un projet de thèse. On vous donne des cours de méthodologie pour la présentation d'un projet de thèse. Comme ça, dès la première année, vous commencez déjà à réfléchir sur le sujet, vous préparez la collecte des données, l'analyse des données, et ça vous donne toute la latitude pour faire un bon travail et terminer au bout de 3 ans. Donc, pour la thèse, vous commencez tôt. Pour le mémoire, généralement, on attend que vous soumettiez le projet en fin de première année de cours. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence d'approche. Au niveau de la thèse, vous avez déjà une base dans votre discipline. Vous avez déjà une maîtrise dans votre discipline. On ne vous demande plus de démontrer la maîtrise de votre discipline, mais on vous demande de contribuer à la connaissance. Et vous pouvez le faire valablement sans suivre d'autres cours supplémentaires. Tandis qu'au niveau de master, on veut vérifier la maîtrise de votre discipline. Vous venez avec une licence, peut-être en théologie générale, et vous voulez maintenant vous spécialiser, faire un master recherche en théologie pratique. Il va falloir d'abord vous rassurer que vous avez des bases solides en théologie pratique, que vous avez assimilé les bases de la théologie pratique avant de choisir un sujet et de commencer le travail de rédaction. Donc, pour me résumer, au niveau de master, c'est en fin de première année. Au niveau de la thèse, c'est dès le début. Dès le premier semestre, vous proposez votre sujet de thèse. Ok, merci. Bien. Bien, chers collègues, je pense que nous pouvons donc nous arrêter là pour ce soir et nous demandons à un volontaire de terminer par la prière, une personne volontaire. Nous voulons te bénir, te rendre grâce, notre Seigneur et notre Dieu, pour le privilège que nous avons eu de passer plus de 2 heures dans cette classe. Nous te bénissons pour ton serviteur qui a partagé ses informations, ses connaissances avec nous. Nous prions que tu continues à l'utiliser davantage pour la gloire de ton nom. Nous voulons également nous recommander à ta sagesse, ton intelligence en tant qu'étudiant, pour que tu nous donnes la sagesse nécessaire, l'intelligence nécessaire pour avancer dans nos études.
Nous voulons notre Dieu davantage nous recommander à ta grâce pour les prochaines séances. Et en nous séparant, nous voulons également partir sous tes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, chers collègues. Le rendez-vous est donc pris pour jeudi prochain. Si j'obtiens la faveur de regrouper mes collègues, nous allons faire un travail d'équipe. Cette fois-ci, où je vais faire venir des théologiens de différentes spécialités et chacun pourra vous donner ses conseils pour la rédaction de vos travaux. Comme ça vous édifiera davantage avant de clôturer ce cours et de passer à un autre cours. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Merci. Bonne nuit à Merci tous. bien. Merci.